La météo avec Nathalie Rivaud. Nathalie, vous vous trouvez au restaurant L'Accroche à Auxerre. Quel temps fait-il ? Un grand soleil. Figurez-vous, avec lunettes de soleil de rigueur. Aujourd'hui, dans la rue du Docteur Labrosse, ici, juste au-dessus de la place Saint-Nicolas, vous allez pouvoir profiter de cette belle journée. Les nuages vont arriver dans le courant de l'après-midi. Peut-être quelques orages ça et là, mais globalement, l'ambiance sera agréable. Jusqu'à 25 degrés attendus. Un petit vent, ma foi. Pas désagréable, petit vent de secteur vous avez votre foulard. Nord-Ouest. Non, je l'ai enlevé, il fait trop chaud dehors. En plein soleil, il fait beaucoup trop chaud. Le temps aujourd'hui s'annonce donc très très agréable. On va pouvoir profiter de cette belle journée également estivale demain, même si les nuages vont continuer à arriver. Le temps restera peut-être agité par endroits, mais quand même cette impression de beau temps, ces températures entre 20 et 23 degrés pour les maximales. On sort le barbecue pour la fête des mères dimanche, après être allé voter. Pour profiter de ce beau dimanche là encore printanier et donc des températures aux alentours de 20-24 degrés. Donc un temps agréable pour le week-end, on en profite. Retour des infos à 11h. Bonne journée Nicolas. Bonne journée. France Bleu Auxerre, cuisine chez vous. La cuisine, c'est tous les vendredis sur France Bleu Auxerre, avec la nettoyeuse qui passe dans la rue du Docteur Labrosse. Mais oui, c'est ça, voilà, le centre-ville d'Auxerre, qui se réveille un petit peu ce matin pour mieux vous accueillir aussi. On est au restaurant L'Accroche aujourd'hui, tout juste au-dessus de la place Saint-Nicolas. On peut voir aussi, quand on est dehors, un petit peu Lyon. C'est agréable, c'est une belle journée ensoleillée qui nous attend. Gauthier Pajona, bonjour. Bonjour Nathalie. Une belle journée, effectivement, de beaux cuisiniers également qu'on va vous présenter. Donc une émission savoureuse, goûteuse aussi aujourd'hui, et c'est jusqu'à 11h sur France Bleu Auxerre. La vie en bleu. Et donc nous sommes ici jusqu'à 11h sur France Bleu Auxerre chez Perrine et Maxime qui sont avec nous. Bonjour Maxime. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. En plus il fait beau, ça y est, on y croit. Ouais, voilà, ça, tout de suite ça met en joie, hein. Ouais, ça c'est certain. Complètement. Vous étiez au fourneau, on va vous accompagner également en cuisine d'ici quelques instants. Vous n'êtes pas tout seul en cuisine, vous êtes accompagné de votre compagne Perrine. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici, vous fidèles auditeurs, parce que je sais qu'on vous accompagne aussi en cuisine. Exactement, tous les matins, on écoute La vie en bleu. Ben, c'est très bien, merci. Bravo. Merci à vous. Et après, C'est donc vous. On joue au beurre bourguignon en cuisinant et voilà. Vous gagnez de temps en temps? Mais on n'a pas trop le temps d'appeler en même temps. Mais le carrier, on gagne, on gagne. Ah bah voilà. Donc le défi est rude, il faudra vous affronter un jour. Depuis quand vous êtes installé ici ? Ça fait 2 ans et demi. Ça fera 3 ans au mois d'octobre. On a repris en fait le café qui avant s'appelait L'Eau Vive, enfin un café brasserie. On a repris les murs en juillet 2016. Ouais. On a fait 4 mois de travaux et on a ouvert en octobre. Alors on va peut-être présenter nos chefs au pluriel du jour. Oui. Gauthier, avec votre portrait. Alors l'Accroche, c'est Perrine et Maxime, ou l'histoire d'une belle histoire. Perrine, vous êtes né dans la ville du saucisson chaud pomme à l'huile, de la quenelle sauce nantua, du tablier de sapeur, de la cervelle de canut et de la tarte à la praline. J'ai nommé, mais vous l'avez reconnu, la capitale de la gastronomie française, Lyon. Quant à vous Maxime, vous êtes un Niçonnais pure souche. En étant lycéen au Serrois, notamment avec notre collègue Ludovic Chappe, vous vous arrêtiez parfois dans un bistrot. Ce bistrot, c'était L'Eau Vive. Étonnant quand on connaît Ludo. Bah oui. On l'embrasse. Oui, évidemment. Puis vous partez à Lyon, y rencontrer Perrine. De votre union, 2 enfants naîtront, Marjolaine et Clémentine, à qui l'on souhaite aujourd'hui un bon anniversaire. Un jour, en balade familiale dans Lyon, votre territoire, Maxime, Perrine vous dit, tiens, c'est joli, Lyon, c'est un beau petit coin. Et vous passez devant votre ancien bistrot. Et c'est ainsi que par un joli hasard de la vie, L'Eau Vive devient L'Accroche. Un petit restaurant de quartier où, dans de la jolie vaisselle, il fait bon déguster votre cuisine maison et notamment vos réputées tartes maison du jour. Mais pas que. Alors, comme l'on dit dans votre ville natale, Perrine, bon appétit et large soif à L'Accroche. Alors justement, ce lieu s'est imposé de lui-même. C'était vraiment une occasion à saisir que de revenir sur votre territoire, en fait, Maxime. C'était ça. En fait, on a déjà cherché dans les restaurants qui étaient à vendre. Puis on n'a pas eu de coup de cœur et voilà, j'ai voulu montrer à Perrine le lieu où moi je venais et où je me sentais bien quand j'étais à Auxerre et où j'avais de très bons souvenirs entre mes 15 et 19 ans. Surtout que j'étais interne à côté, donc j'avais besoin de m'échapper un peu de l'internat. Et là,
Perrine a vu ça aussi avec un regard neuf, m'a dit oui, c'est chouette, mais il faut qu'on donne un petit coup de neuf à ce coin. Ce qui a fait très plaisir au propriétaire des murs, qui a dit mais effectivement c'est resté dans son jus. Donc on a gardé le caractère ancien des lieux, les poutres. Il y a une partie 15e siècle, une partie 6e siècle. Donc ça c'était hors de question de dénaturer cette partie-là. Par contre, voilà, donner un petit coup de clair, un petit coup de neuf, quoi. Et vous y sentez aussi bien que quand vous étiez ado? Je m'y sens mieux, ça se dit pas. Hein. Bah, bien sûr que si, ça se dit. Perrine, vous aussi, vous y sentez bien? Vous êtes approprié les lieux? Oui, moi, ici, je suis chez moi. Voilà. C'est un vrai bonheur. Et puis voilà, c'est un restaurant qui est pas trop grand parce qu'on voulait rester simplement tous les deux en cuisine, donc pas faire des services à 80 couverts ou quoi que ce soit. Là, vous en avez combien? Voilà. Alors à l'intérieur, façon bouchon lyonnais, on fait tenir 40 personnes. On a 11 places sur la terrasse, voilà, sachant que quand on arrive sur la période estivale, on a beaucoup de touristes qui viennent manger plus tard. Donc très souvent, on fait un deuxième service. Parce qu'on va le rappeler aussi, Perrine, vous êtes une ancienne élève de l'Institut Paul Bocuse à Écully, située dans la banlieue lyonnaise, et c'est là que vous avez appris vos gammes culinaires sur le piano. Voilà, tout à fait. Tout à fait, sachant qu'après, on n'avait pas du tout comme objectif de faire un restaurant qui soit gastronomique. On a vraiment envie d'être, j'ai presque envie de dire, une cantine de quartier. Donc c'est vrai qu'on a des clients qui viennent plusieurs fois par semaine, puisque la carte change quasiment quotidiennement en fonction des produits qu'on a, du marché. Voilà. On voulait pas de contraintes de carte. On a une formule le midi avec un prix qui est fixe, qui ne bouge jamais. Si on prend le maximum. Et t'as combien? Donc il y a entrée, plat, dessert, on est à 18 €. Et avec les tartes, on est à 15 €. Une entrée, une tarte salée, un dessert, on est à 15 €. Le soir, par contre, c'est plat par plat qu'on fait la note. Ouais. Et vraiment, l'idée de départ, c'était pas de carte, pas de contraintes. On fait nos courses, on voit ce qu'on peut faire avec. On a nos fournisseurs qui m'appellent, qui me disent tiens, en ce moment, j'ai du bœuf, j'ai du veau, j'ai ça, j'ai de la selle, de l'agneau. On fait nos menus à partir de ça. Le midi, il y a toujours 2 viandes, 1 poisson, 2 tartes salées. Le soir, c'est 3 viandes, 1 poisson, 1 tarte salée végétarienne. Il y a toujours une option végétarienne. Et maintenant, les gens le savent. Et les gens réservent sans même savoir ce qu'ils vont manger. Mais ils savent de toute façon qu'on a une cuisine, on va dire entre guillemets, de grand-mère. C'est complètement assumé. En viande, on ne fait quasiment que des plats mijotés, donc des cuissons très longues, de 3 heures, 4 heures. Et c'est un petit peu notre pâte. Et voilà, on fait aucune cuisson minute, par exemple. Puisque vous parlez de pâte, on peut dire que la tarte, c'est un peu tendance aussi en cuisine aujourd'hui, ou même dans les restaurants, les formules du midi, les formules déjeuner parfois un petit peu rapides, avec le temps de travail. La tarte est redevenue à la mode, j'ai l'impression. Disons que la tarte, il y a une variété de tartes qui est absolument infinie. On peut faire ce qu'on veut. Ça permet de manger. Voilà, on fait une tarte avec une belle salade composée. C'est un repas complet. C'est un repas complet. Ouais. C'est pas non plus trop lourd, donc ça permet de se faire plaisir en prenant aussi une entrée, un dessert. Et c'est vrai que on a quand même pas mal de bureaux autour du restaurant. Et on a une clientèle le midi quand même pas mal féminine, et ça plaît bien de manger quelque chose de léger et de nourrissant aussi pour le midi. Surtout quand le soleil arrive. Enfin, je dis ça, on le voit bien l'été qu'on fait beaucoup plus de tartes salées le midi que l'hiver. Oui. Voilà, exactement. Restez avec nous, France Bleu Auxerre cuisine aujourd'hui au restaurant La Croche. On est installé jusqu'à 11h avec Perrine et Maxime, et avec vous Gauthier Pajona. L'occasion également de parler des producteurs avec lesquels vous travaillez, et ce sera à suivre jusqu'à 11h. Bonne matinée. Only the very best, c'était Peter Kingsbury sur France Bleu Auxerre. France Bleu Auxerre, cuisine chez vous. On est jusqu'à 11h au restaurant La Croche à Auxerre, rue du Docteur Labrosse. Alors c'est juste au-dessus de la place Saint-Nicolas, juste à côté de la cabine téléphonique anglaise. Pour vous situer un petit peu le quartier où nous sommes, donc juste en dessous du conseil départemental également. Donc cette clientèle aussi qui travaille et qui fait votre clientèle ici au restaurant. Perrine et Maxime, donc là on est dans vos cuisines pour justement regarder les tartes du jour qui sont en train de cuire. Alors qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui, Alors là, Maxime? c'est en train de finir de cuire, donc on a une tarte aux jeunes pousses d'épinards, tomates confites, amandes et gorgonzola. Et donc l'autre tarte qui a cuit juste avant votre venue, c'était donc du poulet mariné au vin blanc, moutarde à l'ancienne et brocoli. Elle est déjà au frais, après on les laisse prendre un petit peu au frais. Et puis là on reconnaît, alors ça c'est un produit de saison, c'est de la rhubarbe, Perrine. Voilà. C'est de la rhubarbe. En attendant,
On a eu des jours pas très beaux en attendant que celle du jardin soit prête. Voilà. Alors vous la faites comment là? C'est un petit clafoutis? C'est un petit clafoutis, tout simplement. D'accord. Parce que je suis assez adepte, j'allais dire, des produits pas trop transformés, sans trop de saveur ni quoi que ce soit. Je trouve qu'on peut trouver des très bons produits, j'allais dire, au naturel. Donc autant ne pas s'embêter et de profiter de ce que nous offre la saison. Voilà, comme dans un bouchon lyonnais finalement. Exactement. Voilà, donc vous gardez quand même une sorte de petit esprit, un petit fil rouge de votre lyonnaiserie natale, on peut dire. Ah bah, le beurre et la crème. Le beurre et n'oubliez pas aussi encore un peu de beurre. Hein. Ah bah oui. Justement, le beurre il est en train de fondre aussi dans cette grande poêle. Qu'est-ce que vous allez y faire, Maxime là? Alors là, on va faire revenir des filets mignons de porc. Juste pour les colorer. Alors moi j'ai une question, vos filets mignons de porc, avant de les passer au beurre, vous les salez ou pas? Non. Il y a deux écoles, vous les salez pas? Non. Parce qu'ensuite ils vont être cuits dans une ballotine où on va mettre une sauce autour de miel, moutarde à l'ancienne, moutarde échalote, un petit peu de thym. On va les enfer dans une ballotine, on va les cuire juste 20 minutes à la vapeur dans leur ballotine. Bon, allez. Comme ça ils vont garder leur côté un petit peu moelleux. Parce qu'on peut pas regarder le service de midi. Hein. Voilà. Faut que ça chante. Ah bah oui, le beurre, là, ça chante bien. Là, hein. Faut que ça chante, hein, dans son rondeau. Apparemment la tarte est plutôt toastée. J'ai mon four qui chante. Pendant que ça colore, je vais sortir mes tartes. Faites attention à ne pas vous brûler. Comment vous organisez justement tous les deux en cuisine? Vous avez chacun votre partie. Là, on est en plein dans le passage aussi. Perrine, vous occupez du sucré, alors, ce qui est dessert. Moi, je m'occupe de ce qui est pâtisserie, poisson et quelques entrées. Voilà. Maxime, sur les entrées, fait beaucoup tout ce qui est terrine de viande ou terrine de poisson. Il aime faire les terrines, Maxime. Maxime aime la viande. Ouais, j'ai mon hachoir maison. Vous avez un beau hachoir. Hein. Voilà. Tout est transformé sur place, le jambon est tranché sur place, on a notre trancheuse, tout est fait ici. Donc c'est vraiment de partir du produit brut et le transformer, c'est aussi motivant et satisfaisant quand exactement. On est ça demande beaucoup d'heures de travail. Moi je sais par exemple qu'en pâtisserie, quand j'ai besoin de spéculoos, je fais mes spéculoos, je fais mon mélange d'épices, ou je fais mon praliné, ou je fais la pâte de pistache. Ça demande des heures de travail, mais c'est un tel plaisir après, d'être en mesure de dire tous les ingrédients qui sont dans un plat sans aller voir une étiquette, voilà. Et dans votre cuisine, Perrine, il y a un ustensile que l'on retrouve aussi parfois dans les maisons particulières, mais aussi dans beaucoup de restaurants, c'est le Thermomix. Le Thermomix, vous vous en servez comment, par exemple? Alors, moi, en pâtisserie, je m'en sers relativement peu. Je m'en sers par exemple pour faire fondre mon chocolat, quand j'ai besoin de faire fondre du chocolat. Voilà. Ou quand j'ai besoin d'un mixeur très puissant, je vous parlais du pralin il y a quelques minutes. Voilà, donc pour faire mon pralin, effectivement, j'utilise le Thermomix. C'est un engin utile pour vous aider dans vos fabrications. On l'utilise jamais en cuisson et on l'utilise aussi beaucoup pour réchauffer nos sauces. Voilà, parce que c'est très pratique, ça remplace le mouvement de la main où on tourne dans les russes, dans les casseroles. Ça ne prend pas beaucoup de place. Ça prend pas de place et on l'utilise pas pour cuisiner, mais c'est vraiment pour nous aider. Pour réchauffer, pour gagner un peu de temps aussi sur la confection de certaines choses. Et puis pour les cuissons vapeur. Ouais. Voilà. Voilà, pour les cuissons vapeur, ça évite d'avoir, un peu à allumer parce que commence à faire un petit peu chaud. Donc, heureusement, vous avez une jolie petite cour avec un petit peu d'air, on voit un peu l'extérieur, c'est agréable. Oui, tout à fait. On aimerait bien qu'elle soit un peu plus ensoleillée pour faire quelques plantations, mais tant pis, les plantations, on les fait à la maison. Ça va venir. Voilà. Alors ce filet mignon, donc vous le faites juste dorer vraiment, c'est très rapide, Maxime. Ah oui, c'est juste pour les colorer. Ouais. On va juste leur donner un peu de couleur, on va les laisser un petit peu refroidir pour que la viande se détende un petit peu. Voilà. On sent ce filet mignon qui est content d'être accueilli par ce beurre bien coloré qui va lui donner aussi son goût. Ah bah évidemment, ça c'est... Et le beurre c'est la vie. Le beurre c'est la vie. Mais vous dites ça parce que Perrine elle est lyonnaise, vous voulez pas vous faire en guirlande. C'est ça. Vous avez été obligé d'en rajouter N'oubliez pas la crème de Bresse. Vous avez été obligé d'en rajouter dans vos préparations. Ça manque un peu de goût, c'est ça. C'est comme pour les crèmes, jamais en dessous de 30%. Bon. Et j'en profite là qu'on est entre nous. Quand vous étiez à l'école avec Ludovic Chappe, c'était un bon élève.
Très sérieux. J'ai le souvenir d'un gars, mais très studieux. Ah. Mais ça me fera très très plaisir de le revoir, parce qu'on ne s'est pas vu depuis... Eh ben Ludovic, si tu nous entends, voilà. De toute façon, vous le retrouvez tout à l'heure pour le bon bourguignon à partir de 11h. Voilà. C'est Philippe d'ailleurs, il va me faire gagner son petit séjour chez l'Oiseau. Là, vous êtes faut avoir gagné un peu dans la semaine. Faut changer de nom alors. Vous n'avez pas mauvais goût, hein, surtout que c'est un séjour pour deux. Yvon Acompe, qu'est-ce qui va accompagner justement ce filet mignon aujourd'hui? Avec le filet mignon, on va mettre des pommes de terre grenaille, cuits dans l'huile d'olive. Et elles sont plus là, des carottines qui sont glacées. On les a vues tout à l'heure quand on a préparé l'émission. Vous aviez des belles carottes que vous avez glacées, c'est ça? C'est ça, glacées, sucre brun, beurre, parce que au cas où ça manque un peu de beurre dans le plat. Oui, il faut. Hein. Alors une carotine, c'est quoi? C'est juste qu'on va la couper différemment pour qu'elle soit plus petite? Non, c'est une carotte qui est de taille intermédiaire. D'accord. Qui est un peu plus petite et du coup qu'on laisse cuire entière avec la peau. On les nettoie juste avant. Et voilà, on les fait confire, donc glacer, environ 1h30, à feu très très doux. C'est pour ça que l'induction est très pratique dans ce cas-là. C'est pratique l'induction, bien sûr. Donc on va laisser fondre le beurre tranquillement. Le sucre va caraméliser autour de la carotte. Et voilà. Voilà, pour avoir ce côté aussi brillant dans l'assiette. Parce que les légumes glacés, moi, c'est une des premières choses que j'ai appris à l'école de cuisine. Donc j'ai fait mon école de cuisine avant Perrine. Et quand je lui ai fait goûter à la maison, elle m'a dit c'est magnifique les légumes glacés. Et on trouve qu'on en voit assez peu. C'est simple à faire, comme quand vous glacez des oignons. Exactement. C'est simple et bon, et ça a beaucoup d'effets dans l'assiette. Exactement, comme dans une blanquette de veau quand on met des oignons grelots glacés. Voilà. Et ça va donner un petit goût à votre Oui, ça bouillon. finit bien un plat aussi, et c'est une belle présentation. On continue à discuter et à parler cuisine aujourd'hui ici au restaurant Lacroche. On est installé chez Perrine et Maxime, rue du Docteur Labrosse à Auxerre. On va parler de vins qui accompagneront ces plats aujourd'hui avec Pierre-Louis Bersan, le domaine Bersan à Saint-Bril-Vineux. Ce sera d'ici quelques instants. La suite de France Bleu Auxerre Cuisine chez vous, c'est jusqu'à 11h. France Bleu. Jusqu'à 11h, France Bleu Auxerre Cuisine chez vous. France Bleu Auxerre Cuisine aujourd'hui au restaurant Lacroche avec Perrine et Maxime en cuisine, avec les invités aussi qu'ils ont choisi de nous présenter ce matin, les producteurs, les éleveurs avec lesquels ils travaillent, les vignerons également. Cette relation de confiance, elle est forcément essentielle quand on est restaurateur avec son producteur, avec son vigneron. Perrine. Ah oui, complètement. Et nous on fait confiance au domaine Bersan, j'allais dire depuis le départ. D'ailleurs c'est eux qui nous ont fait confiance. Dès le départ, il y a une vraie confiance réciproque. Oui, complètement. Et ça, je pense que c'est extrêmement important dans la restauration, quand on fait du traditionnel et du produit frais, que ce soit, sur vraiment les produits à cuisiner comme les produits à boire. Aussi. Voilà. Et l'accord mais vin est forcément essentiel, d'autant plus dans un restaurant. Justement, Pierre-Louis Bersan, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, justement, pour nous parler de cette relation de confiance. Et ce que vous me confiez, Gauthier, c'est que Pierre-Louis, vous avez été un des premiers, justement, à faire partie de l'aventure ici à Lacroche. Oui, depuis le départ de Lacroche, on a tout de suite fait confiance. Une confiance sans faille, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu une amitié, et puis ça se fait très très naturellement et jamais de problème. Voilà, on le rappelle, vous êtes un domaine emblématique de Saint-Bril-Vineux. Vous travaillez un peu avec votre papa, Jean-François, qui fut longtemps le président emblématique du club de rugby, le RCA. C'est ça, il arrêtera au mois de juin là. Voilà, une figure, votre papa de Saint-Bril-Vineux. On dira notamment, vous êtes un village de caves. Oui, voilà, avec des caves médiévales magnifiques. La vôtre en la matière n'échappe pas à la règle, et vos vins sont très régulièrement primés dans les concours de vins, qu'ils soient régionaux ou nationaux. Et dans les concours de vins régionaux, on pense évidemment au concours des vins du Grand Auxerrois, tenu par vos collègues Élodie Chalmot et Magali Bernard, des vigneronnes, à qui vous prêtez un joli coup de main pour ce concours d'ailleurs. Oui, on n'a pas trop le choix dans le Grand Auxerrois. On est quand même situé au nord de la Bourgogne, donc on a quand même des appellations qui ont moins de renommée que la Côte de Beaune ou de la Côte de Nuit. Donc c'est la force qui fait les vins du Grand Auxerrois, c'est qu'il y a un collectif qui est assez monstrueux. Il n'y a pas de concurrence entre nous. On est là pour s'aider, et c'est comme ça que les appellations du Grand Auxerrois avancent. Alors les vins Pierre-Louis Bersan que l'on trouve ici, quels sont-ils ?
Oh, il y en a plusieurs. Ah, il y en a plusieurs. multiples. J'ai vu pas mal de cartons ce matin d'ailleurs. Bah, on profite des livraisons apparemment aussi. Vous pouvez faire deux coups, quoi. Finalement. Ah, c'est parce que Gauthier est là. Hein. Ah bah voilà, ça balance, il le savait. Ah, bah oui. J'étais venu à incognito. Hein. Pas tant que ça, apparemment. Non, mais c'est vrai qu'ils ont une cuisine très variée, donc l'idée c'est d'avoir différentes appellations pour pouvoir les accorder avec les différents mets, parce que leur carte change régulièrement, donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir aussi proposer des vins en fonction des plats. Voilà, donc un peu votre Saint-Brie. Du Saint-Brie, des Côtes d'Auxerre, des Bourgognes Côtes d'Auxerre, donc aussi bien sur Chardonnay que sur Pinot Noir. On peut aussi retrouver du Chablis, on peut aussi retrouver du Crément de Bourgogne pour les apéritifs. Et puis aussi le ratafia de Bourgogne qui oui. a plutôt bonne réussite au restaurant La Croche. C'est vrai, vous confirmez, Perrine? Ah oui, ça, de toute façon, on reçoit quand même beaucoup de touristes ou d'étrangers qui goûtent volontiers justement à cette spécialité. Et le ratafia de chez Bersan est vraiment, j'allais dire, très particulier. Vous en faites un petit cocktail? Vous en faites quelque chose? Non, du tout. Maxime en fait des terrines de canard. Ah, il est là, Maxime. Alors, je vous ai écouté en cuisine. Hein. On était derrière. Un démenti, quelque chose. Les filets mignons sont au four, 20 minutes à vapeur. Le ratafia, on l'utilise pour faire une terrine de canard au ratafia de Bourgogne. Donc on met une demi-bouteille de ratafia. Pour donner du goût. Pour donner du goût dans la terrine. Et 1h30 de cuisson, comme ça, il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus de soucis. Mais tout s'est évaporé. Il y a le goût des Bersans dans la terrine. Voilà. Le beau goût du savoir-faire et du professionnalisme. Vous êtes une famille ancienne de vignerons. Combien de générations de mémoire? Moi, je suis la 21e génération. Les premières traces de ma famille remontent à 1453. 1453, nous sommes la fin du Moyen-Âge, début de la fin du Moyen-Âge. Vous n'étiez pas encore né. C'est à peu près l'époque où Jeanne d'Arc a été brûlée vive à Rouen. Ouais, c'est précisément 1453, c'est la chute de Constantinople. D'accord. Ah oui, mais vous n'y étiez pas à cette époque-là. Non. Vous avez attendu un petit peu. Vous avez entendu le XXe siècle pour arriver dans ces jolies caves médiévales de Saint-Brie-de-Vineux. Les caves qui d'ailleurs sont encore plus anciennes car elles datent du XIe siècle, du XIe au XIIIe siècle. C'est magnifique, hein, ces caves de Saint-Brie-de-Vineux. On le répète à chaque fois, mais vraiment, si vous avez la chance d'aller visiter ce beau village, il faut passer, effectivement, ouvrir les portes. Voilà. Faut pas hésiter à venir. Ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup de manifestations dans votre village. Hein, oui, la prochaine, très prochainement, avec la fête des Pins de Vigne-en-Cave, qui aura lieu cette année le 20 et 21 juillet, où donc on sera une bonne dizaine de vignerons à ouvrir nos caves tout le week-end pour faire découvrir nos vins, nos caves, et puis aussi plus de 60 artistes présents pour faire découvrir, eux, de leur côté, leurs œuvres diverses et variées. Et on ne peut pas évoquer Saint-Brie-le-Vineux sans évoquer également un lointain projet, Nathalie. C'est que après la Grande Saint-Vincent bourguignonne de Vézelay en 2019, ça y recommence. On lance le compte à rebours. En 2034, la Grande Saint-Vincent bourguignonne devrait revenir dans l'Yonne et ça serait à Saint-Brie-le-Vineux. Oui, c'est ça. C'est le pari fou qu'on a choisi avec la jeunesse saint-brisienne, avec les jeunes vignerons de Saint-Brie. Il y a Thomas Saurin, il y a Guilhem Goiseau, il y a Romaric Petitjean, il y a Pierre Saurin également. Voilà, et j'en oublie, mais il y a un bel esprit collectif, une belle dynamique, et c'est pour ça qu'on se dit faut y aller. Surtout que la Grande Saint-Vincent de Bourgogne, c'est pas rien. C'est pas rien. On l'a vu à Vézelay encore cette année. Voilà, c'est 20, 25 000, voire 30 000 personnes. Donc, c'est un gros projet et c'est pas plus mal qu'on s'y prenne plusieurs années à l'avance. Du coup, 15 ans avant, on fera une émission prochainement pour annoncer ce véritable scoop que l'on a annoncé sur notre antenne aujourd'hui de la Grande Saint-Vincent bourguignonne en 2034 à Saint-Brie-le-Vineux. Prenez date. Oui, on prend date. Perrine est partie, c'est dommage parce que j'aurais voulu qu'elle nous évoque ce monsieur qui fait les carreaux à merveille. Je veux dire, ça c'est du professionnalisme. On ne voit plus rien à travers, tout est. Si ce n'est le soleil qui rentre le soleil, voilà, c'est magnifique. C'est vraiment ça aussi, c'est un vrai coup de main. Tout à fait. Voilà, il faut savoir, c'est un vrai geste professionnel, laveur de carreaux. Pour revenir aux visites de cave, en ce moment, on l'évoquait justement avant l'émission, la saison touristique est lancée pour vous, comme ici d'ailleurs, puisqu'il y a pas mal de touristes de passage, Pierre-Loup. Oui, ça y est, ça a vraiment repris là depuis quelques jours, depuis quelques semaines. On avait un petit peu de mal avec, c'est vrai que ce mauvais temps, mais là, ça y est, la saison est bel et bien lancée.
On le voit aussi avec la vigne, avec le cycle végétatif qui démarre plutôt bien là, ça y est. Et oui, les touristes, beaucoup de touristes étrangers là en ce début de saison qui viennent du monde entier, que ce soit à Auxerre ou à Saint-Brie. Oui, ça vient de partout, c'est ce que vous disiez, ça vient de partout. Là, cette semaine, j'ai eu, je pense, une bonne dizaine de nationalités différentes qui sont venues découvrir nos caves et nos vins. Donc d'Europe, mais pas que, hein. Europe et pas que. Oui, on a eu des Néo-Zélandais, des Chiliens, Argentins, Brésiliens, Américains. Hier, j'ai reçu des Belges, des Allemands, des Hollandais, et demain, nous accueillons des Islandais. Donc, ça vient vraiment du monde entier. Sans oublier, bien entendu, les Français qui sont aussi... Qui sont toujours les bienvenus, évidemment. Bienvenus dans les caves. Le domaine Bersan à Saint-Brie-de-Vineux. Merci beaucoup, Pierre-Louis, de partager ce moment avec nous. On est ensemble jusqu'à 11h sur France Bleu Auxerre, ici en cuisine au restaurant La Croche. C'est rue du Docteur Labosse, ici à Auxerre. On va parler justement de viande et de production avec Christophe Rousseau, la ferme de Com à Domcy-sur-Cure. Ce sera à suivre sur France Bleu Auxerre. À tout de suite. France Bleu. Encore et encore, c'était Francis Cabrel sur France Bleu Auxerre. Jusqu'à 11h, France Bleu Auxerre, cuisine chez vous. On cuisine ici au restaurant La Croche jusqu'à 11h chez Perrine et Maxime. Aujourd'hui, on est à Auxerre pour vous faire découvrir justement ce très bel établissement. Plein de vie, vous le disiez Maxime, une cuisine familiale, de grand-mère si on peut le dire, avec des plats mijotés, des produits que vous aimez justement transformer, faire proposer à vos clients, et parfois même les éleveurs sont aussi vos clients. Et c'est le cas de Christophe Rousseau qui est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour. La ferme de Com à Domcy-sur-Cure. On vous avait croisé à l'auberge des Chênaies à Vallaux avec Bernard Gillot. Vous étiez aussi client Exactement, oui, tout à fait. Donc vous aimez les bonnes tables en tout cas. Comment, alors justement, c'est vous qui vous êtes proposé, vous avez proposé vos services à Maxime et Perrine? En fait, en venant déjeuner un jour à midi ici, je me suis aperçu que c'était quelqu'un qui voulait essayer de travailler sur des produits de qualité, parce qu'on le voyait sur la carte, la façon dont il travaillait, etc. Et puis on voyait bien que les produits qu'il sert sont pas des produits de grande, comment on pourrait dire, distribution. J'ai rien contre la grande distribution, de grande chaîne en tout cas, mais grande chaîne, voilà. Et donc c'est pour ça que je lui en ai parlé. Je lui dis si un jour vous êtes intéressé pour travailler en directement avec le producteur, je peux faire. Alors voilà, je ne propose pas ça partout parce que j'ai pas envie d'amener de la viande quelque part et que ce soit en fait mal travaillé, quoi. Et donc quand je vois quelqu'un comme ça qui essaye de faire des efforts à bien travailler, je me dis que pourquoi pas. Voilà. Alors qu'est-ce que vous proposez ici comme produit, Christophe? Alors en fait Maxime peut prendre ce qu'il veut. Il en a de la chance. Dans la limite de ce qui est disponible, bien évidemment. Donc on avait commencé à travailler ensemble avec du veau, et là aujourd'hui je viens de livrer du bœuf bourguignon. Voilà. Du bœuf bourguignon, mais vous voulez dire que vous avez déjà fait la sauce? Non, rien n'est fait, les professionnels le font. D'accord. Qu'est-ce que vous mettez alors comme morceau pour le bourguignon alors? Alors dans le bourguignon, vous avez soit le paleron, du gîte, du collier, enfin voilà, ces morceaux-là. C'est-à-dire que nous, de toute façon, on prend, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les pièces à mijoter. Donc le veau, c'était... C'est votre credo un peu, de mijoter. Tout à fait, ouais, tout à fait. Nous, j'aime beaucoup les viandes saisies cuites à la minute. Mais voilà, nous c'est pas notre identité, en tout cas au restaurant. Donc comme on est sur des cuissons longues, on prend donc toutes les pièces à mijoter. Après le bourguignon s'appelle comme ça, mais je vais pas forcément faire un bœuf bourguignon. Je sais déjà ce que je vais en faire. Je vais en faire ce qu'on appelle un bœuf entre Chablis et Provence. Alors c'est-à-dire que c'est un bœuf qui va cuire dans le Chablis, avec des poivrons, du thym, enfin tout ce qu'on va retrouver dans petit peu les de Provence, plats, effectivement, un peu dans les plats provençaux. C'est pour ça qu'on appelle ça entre Chablis et Provence. C'est un plat qu'un jour j'avais fait en me trompant, mais souvent les plats démarrent comme ça. Ouais. J'étais parti pour faire un bœuf à la provençale et j'avais pas ce qu'il fallait. Sauf que. Donc vous avez improvisé. Donc j'ai improvisé. J'avais du Chablis à la cave. J'ai dit on va mettre du Chablis. On a un petit peu amélioré ça. On a un peu sucré le plat, etc. Ça a beaucoup plu. J'ai essayé de me souvenir comment j'avais fait. Oui, ça c'est le plus dur après aussi. Pour les jours d'après. Mais et comme j'expliquais tout à l'heure, c'est l'avantage aussi de pas avoir de carte. C'est-à-dire que quand on n'a pas ce qu'il faut, on fait autre chose, c'est pas grave. Là, on va mettre autre chose sur la carte. Et en tout cas, le veau que j'ai eu de Christophe était absolument exceptionnel. La dernière fois que j'en ai pris, j'étais vraiment très content. Une viande qui était pas trop grasse, le gras dont on a besoin pour la cuisson. Un petit peu de gras voilà. Aussi Le gras c'est très important. Une viande qui était très tendre. C'est le souvenir que j'en ai, donc voilà, donc là ça va se poursuivre, je pense, un bon moment.
Voilà. Quelles sont les caractéristiques de vos viandes, effectivement? C'est la tendreté, Alors, ce que j'essaye de faire, parce que moi, ça fait 20 ans maintenant que je fais de la vente directe. Donc aujourd'hui, ça commence à se développer un petit peu partout. Donc vous vendez à des gens qui passent dans votre ferme? J'ai commencé en 99, principalement qu'avec des particuliers, en fait. Et puis après, il y a eu quelques demandes de quelques restaurateurs. Alors, en effet, j'ai été obligé de choisir quelques-uns parce que le problème de certains restaurateurs, c'est qu'ils veulent une grande pièce, un gros volume. Résultat, après, moi, je me retrouve par exemple, sans entrecôte pour mes clients. Oui, ou sans filet de bœuf. Ou sans filet de bœuf. Presque pour les restaurateurs, 4 filets de bœuf par voilà. Et donc, ça, il y en a donc que ça deux, posait problème. Donc, par exemple, le restaurant, le premier avec lequel j'ai commencé, parce que je connais très bien, donc c'est Bernard Gillot qu'on parlait tout à l'heure. Bernard Gillot, un exceptionnel cuisinier. Donc Bernard qui me prend beaucoup de filets. Vous savez, je vais juste mentionner que Bernard, son établissement Les Chenets, a été mentionné dans le communiqué de presse du Guide Michelin cette année, parce qu'il détient, sans discontinuer depuis sa création en 1997, un bib gourmand, et c'est un des plus grands cuisiniers de Lyon. Et il y a surtout un rapport qualité-prix exceptionnel. Ça, c'est sûr. Ça, faut pas te le dire. Donc, en fait, moi, ce que je m'attache à faire, c'est essayer d'avoir toujours la même viande. En fait, ce qui fait la viande, je me suis fait mon propre cahier des charges. Ouais. J'ai pas une marque, je suis pas agriculteur biologique, enfin, voilà, j'appartiens à aucun truc. Vous faites de la qualité. Je me suis fait mon propre cahier des charges. Donc, c'est-à-dire que c'est que de la femelle, qui a entre 3 et 6 ans. Donc de la génisse ou de la jeune vache. Ou de la je jeune peux avoir vache. fait 2 veaux. Voilà, donc, et toujours alimenté de la même façon, avec des produits de qualité. Moi, j'ai des aliments que les animaux de vente directe mangent, que d'autres animaux ne mangent pas, à cause du tarif. C'est comme nous, quand on mange du foie gras poêlé, ça coûte plus cher que quand on mange une terrine de lièvre. Pour les animaux, c'est pareil. Et en fait, le résultat de la qualité de la viande, de l'alimentation, pour avoir du goût et de la couleur, principalement, on peut jouer avec l'alimentation. Par contre, bien évidemment, ça coûte. Alors, qu'est-ce que vous élevez comme race? Du charolais, de la limousine? La limousine. J'avais la charolaise il y a une vingtaine d'années. Le cheptel a totalement basculé aujourd'hui en race limousine. Pour 2 raisons. La rusticité de la race, donc pour moi, pour l'élevage, et pour la qualité aussi de la viande qui est fournie. Alors, je dis pas que la charolaise n'est pas bonne. Le seul problème que l'on peut avoir avec de la charolaise, c'est que des fois, on a des mauvaises surprises sur certains animaux, alors qu'on ne sait pas pourquoi. Alors que la limousine, en fait, c'est toujours régulier et on n'a jamais de problème. C'est une vache jamais de peut-être mauvaise un peu surprise. Plus petite, je sais qu'elle est un peu prisée par les bouchers. Alors, elle est plus petite en taille, elle est plus petite en poids vif. Par contre, on a un rendement de carcasse qui est supérieur à une charolaise. C'est-à-dire que sur une charolaise qui va faire 700 kilos et une limousine qui va en faire 680, poids vif, par exemple, vous allez vendre le même nombre de kilos de viande. Et parce que les os de la limousine sont plus fins, etc. Donc en fait, on se rend compte que, et pour l'élevage, et pour la commercialisation de la viande, c'est plus simple. On est mieux placé avec la limousine qu'avec la charolaise, même si la charolaise est très bonne. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix. Bien sûr, oui. Donc là, en ce moment, elles sont au prêt? Ah, bien sûr. Ouais. Là, on profite. Dès qu'il fait beau au printemps, plus elles sont au pré tôt et plus elles sont contentes, elles et nous. Est-ce qu'elles ont des prénoms, vos vaches? Non. Marguerite, Libellule? Non, ça c'est fini. C'est plus que dans les films. Non, il y en a qui font toujours ça. Alors c'est ceux qui font surtout de la sélection, qui donnent des noms à leurs animaux. Alors, on le voit au salon de l'agriculture. Oui, voilà, pour les concours. Reine des prés, Saucisson jaillissant, pour les taureaux musclés. Non, ça c'est votre nom de Sioux, c'est pas pareil. Vous m'aviez dit que vous le diriez pas. Ah, pardon. Donc non, en fait, moi je donne pas de nom à mes vaches parce que c'est pas, moi je fais pas de concours, de choses comme ça. Mon seul objectif, c'est de vendre de la viande de qualité à tous les clients et puis maintenant quelques restaurateurs parce que du coup, je peux maintenant fournir des restaurants parce que j'en ai quand même pas mal qui sont venus me chercher, me dire je voudrais ci, je voudrais ça. Donc le bouche à oreille fonctionne. Voilà, donc c'est le bouche à oreille et donc je me suis dit je vais quand même m'adapter parce que ça m'embêtait de refuser de vendre et donc du coup j'ai augmenté très nettement ma production. En fait maintenant je vends 100% de ma production. Moi j'ai 300 animaux sur ma ferme et je vends 100% en vente directe. Et vous livrez ça en barque depuis les bords de la Cure et ça arrive. Voilà, exactement. Voilà. Formidable. Et donc en fait comme j'ai augmenté ma production, je peux me permettre maintenant de livrer des restaurants et l'avantage c'est qu'ils ne prennent pas tous la même chose. Par exemple, aujourd'hui, j'avais du bourguignon, je voulais voir dans un autre, j'ai livré au jeté tout de suite du filet et du faux filet. Donc ça s'équilibre et puis c'est mon métier d'équilibrer les ventes. Bien sûr. Alors avec vous, Maxime, il y a certes cette viande, mais il y a aussi vos tartes emblématiques. Dans cette pâte à tarte, il faut du beurre, le beurre que vous affectionnez, mais aussi une bonne farine. Tout à fait, il faut une bonne farine. Alors nous, on prend notre farine chez Bieco, donc c'est Stéphane Billotte
qui fait ça à Nuits-sur-Armançon. Alors c'est très intéressant parce qu'on est sur une culture de sol vivant. Donc on n'est ni sur l'agriculture traditionnelle avec les traitements, etc. Malheureusement, maintenant traditionnel veut dire avec tous les traitements qu'il y a autour, ni sur du bio, puisque ce sont deux cultures qui, dans tous les cas, vont énormément travailler la terre. Et l'avantage de la farine, donc qui est faite en sol vivant, c'est que la terre n'est pas travaillée, elle fait son travail par elle-même. On laisse la terre vivre, on laisse toute la vie, la faune qu'il y a dans la terre, les vers, etc. Et on va comme ça avoir une farine qui, de fait, est souvent biologique, mais l'agriculteur ne s'interdit pas, un petit peu comme nous quand on est malade, si un jour il faut qu'on prenne un Doliprane, de traiter au cas où. Alors là, ce qui n'est pas le cas dans celle-ci, puisqu'il est en train même de passer en bio, c'est-à-dire qu'il va cumuler les deux étiquettes, c'est-à-dire autant il ne traitera plus du tout. Donc là, ça fait déjà 1 an qu'il a arrêté, parce que je sais plus, je crois qu'il faut 2 ou 3 ans pour passer en bio. Ouais, c'est 3 ans. C'est 3 ans, c'est ça. Donc là, il a arrêté depuis 1 an, et en même temps, il n'y aura aucun travail de la terre, puisque c'est la terre en elle-même qui, normalement, fait en sorte qu'on a une agriculture en fait qui se passe de manière tout à fait naturelle, et on le voit bien, sa farine, donc il utilise juste le moulin de Vincelot pour lui écraser, mais c'est bien lui qui produit, donc à Nuits-sur-Armançon. On a une farine qui n'est pas tout à fait de la même couleur que les farines qu'on a l'habitude de voir. Il y a un peu plus de son. Il y a plus de son, donc déjà, et puis elle est un petit peu marron du coup. Elle est un petit peu marron. Elle n'est pas pareille à travailler. Alors c'est sûr que c'est un petit temps d'adaptation quand justement. Alors c'est les farines comme ça, mais c'est comme tout en cuisine, faut du temps. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre pâte à tarte, vous la faites pas à 8 heures pour la mettre en cuisson à 9 heures. Vous allez toujours la préparer la veille, l'étaler la veille, il a laissé une. Elle a le temps de se reposer. Elle a besoin de beaucoup de repos, puisqu'on n'a pas toutes ces choses qui sont rajoutées dans plein de farines. Maintenant, vous savez, les gens disent souvent là, le gluten, j'y gère pas. Non, c'est qu'il y a du mauvais gluten dans ces farines-là qui sont dures à digérer. Là, on n'a pas du tout ça. Et on s'en rend compte, puisque quand on étale nos pâtes à tarte, par exemple, quand on va fleurer, donc le plan de travail quand on met la farine, habituellement, on a tendance à brosser pour enlever les excédents de farine. Et là, je me suis rendu compte, en les laissant, que ça apporte du goût à la tarte. Et on a une farine qui a du goût, c'est une chose qu'on avait un petit peu peut-être oubliée. Donc, alors évidemment, si on a trop, on va quand même un petit peu en retirer. Mais et c'est très intéressant de travailler avec ces farines-là, parce qu'effectivement, il faut du temps. Elles n'ont pas tout à fait la même couleur, mais les clients aussi nous le disent. Ils disent, mais qu'est-ce que votre pâte, elle est bonne? Bah oui, il y a du beurre, il y a du jaune d'œuf et il y a de la bonne farine. Il y a de la vraie farine, effectivement. Parce que vous savez, quand on voit les pâtes à tarte industrielles, ce qu'il y a dedans, quand on fait des pâtes à tarte, ce n'est pas la même chose. C'est quand c'est écrit façon grand-mère et que c'est fait à l'huile de palme, voilà, il y a quelque chose qui m'échappe. Maxime Perrine, le restaurant L'Accroche, ici, rue du Docteur Labosse à Auxerre. Merci beaucoup Christophe Rousseau d'avoir pris le temps de venir nous voir ici. La ferme de Côme, c'est à Domcy-sur-Cure, en vente directe. On vous retrouve également sur le drive fermier à 89 pour les commandes et les livraisons sur Auxerre. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. La pub, et on va retrouver d'ici quelques instants Perrine et Maxime au piano aussi, puisque l'émission touche à sa fin. Mais et pas vous êtes culinaire. Non, un autre piano, ça c'est pour les fins de soirée, mais ce sera pour la fin de l'émission. Et ce sera à suivre d'ici quelques instants sur France Bleu Auxerre. France Bleu. France Bleu Auxerre, cuisine chez vous. Laisse tomber toute l'intro. France Bleu Auxerre cuisine, pour encore pendant quelques instants, le temps de remercier Perrine et Maxime qui nous ont accompagnés et qui nous ont accueillis ce matin ici à rue du Docteur Labosse, donc au restaurant L'Accroche à Auxerre, juste au-dessus de la place Saint-Nicolas. Vous montez quelques petites marches, donc merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de pouvoir parler cuisine avec vous ce matin ici chez vous, et on va terminer comme se terminent les fins de soirée, enfin en tout cas comme se termine le service du soir en fait. On est d'accord. Vraiment fin de soirée très avancée. D'accord. On juge pas alors. Hein. Voilà, on passe du piano de cuisine à un autre piano. Et voilà, on reste dans le piano en tout cas avec vous. Allez, c'est parti, musique. Amusez-vous, foutez-vous tout, la vie entre nous est si brève. Amusez-vous comme des fous, la vie est si courte après tout. Car on n'est pas ici pour se faire du souci, on n'est pas ici bas pour se faire du tracas.
terminer cette émission. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. On en profite, Gauthier, pour fêter. Avec un petit peu d'avance, mesdames, nous vous souhaitons une bonne fête des mères pour dimanche. Voilà. Et pensez à fêter la fête de vos mamans. La vie en bleu revient lundi à partir de 9h. Merci à tous de nous avoir accompagnés ce matin. À suivre le Bon Bourguignon justement avec votre pote Ludovic Chape. Ce sera à suivre.